14h31 à Londres, du côté de Québec. Dr Arruda est présent avec le directeur de la santé publique de la capitale nationale. Allons-y. Organisations et partenaires qui ont fait la lutte à la COVID-19 au cours des derniers mois. Ils ont travaillé très fort. Certes, il y a eu tous nos travailleurs de la santé qui ont travaillé très fort à prendre soin des différentes personnes, mais il y a aussi des équipes de santé publique qui sont un peu dans l'ombre, qui, à chaque fois qu'il y a un cas, va faire une enquête, va faire des enquêtes avec des contacts. Donc, et c'est pour faire de la prévention, pour éviter que ces cas-là transmettent à d'autres personnes que ce travail a été fait. Dans les dernières heures, j'ai eu l'occasion d'échanger et faire le point sur la situation avec les équipes de la Direction régionale de santé publique. J'ai pu rencontrer, voir le modèle d'organisation qui a été mis en place, la mobilisation très importante des ressources, de toutes les ressources de la santé publique qui ne s'occupent pas nécessairement de maladies infectieuses, mais qui sont dans tous les secteurs. Et j'en parlerai un peu plus tard du travail de collaboration, bien entendu, avec les partenaires, avec la sécurité civile, avec tous les membres du personnel du réseau et plusieurs partenaires comme tels. On est à un moment charnière actuellement dans notre lutte contre la COVID-19. Les différents indicateurs sont favorables. Le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès sont toujours en baisse. Donc, on est véritablement en train, on l'a aplati la courbe, mais on est en train aussi de voir chuter les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a procédé à un déconfinement graduel des secteurs et des régions au cours des dernières semaines. C'est un déconfinement qui s'est fait de façon très graduelle. Certains le considéraient trop rapide, d'autres pas assez rapide, mais il fallait prendre le temps de bien faire des choses pour ne pas voir revenir une réapparition de la maladie de façon intensive. Mais je tiens à vous le dire, c'est un déconfinement que j'ai souvent mentionné comme étant conditionnel, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dans la même façon de fonctionner qu'avant. La distanciation, le lavage de mains, la façon d'organiser le travail est complètement différente maintenant parce qu'on veut, à travers la distanciation, faire comme si on est, tout en étant déconfiné, on est un peu confiné en ne s'exposant pas les uns les autres par la question de la distance. On a un peu plus de recul sur ce qui s'est passé. On a aussi, je vous dirais, on connaît plus le virus, on connaît plus ses impacts, sa façon de se transmettre. On sait maintenant que même quand on n'a pas de symptômes, on peut transmettre la maladie, ce qui était un élément excessivement important dans la genèse et la chose de la transmission. Ça a été, sans contexte, une crise sans précédent pour le Québec, pour le Canada, pour le monde entier. Un si petit virus qui a véritablement transformé notre société et qui a tué beaucoup. Certaines régions et certains milieux, particulièrement les milieux de vie pour aînés, ont été plus affectés que d'autres. On est très conscient du drame qui ont été vécus par plusieurs familles, dans notamment les CHSLD. Du côté communautaire, heureusement, on a réussi à aplatir la courbe, à diminuer le nombre de cas et l'impact qu'on n'a pas eu à vivre, comme dans certains pays. Le choix difficile de savoir à qui on va réserver les respirateurs. On n'a pas eu à vivre ça. Ici, dans la capitale nationale, la Direction de santé publique a dû revoir complètement son mode d'organisation depuis le début de la pandémie. C'est clair, on ne pouvait pas fonctionner comme on fonctionnait avant. Il y avait une question de capacité à augmenter de façon importante et toutes les ressources ont été mobilisées. Le nombre de personnes dédiées aux enquêtes est notamment passé de 3 personnes, habituellement en choses courantes, à 44. Donc, il a fallu mobiliser toutes sortes d'acteurs. La majorité des cas de COVID-19 dans la capitale nationale sont survenus dans les CHSLD et les RPA. Nous avons discuté aujourd'hui des constats, des principaux enjeux et des recommandations futures qui visent à limiter la transmission de la COVID-19 et ses impacts, en particulier au sein des établissements de soins pour personnes âgées et de perte d'autonomie. Je pense que l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Et il faut maintenant, avec les meilleures connaissances qu'on a, avec l'analyse des endroits où il y a des choses qui peuvent être améliorées, déjà l'équipe de la capitale nationale, comme au sein du ministère, on est à retravailler, je vous dirais, notre plan d'action pour une éventuelle deuxième vague ou, espérons-le, des petites vagues qui vont survenir ça et là. Plusieurs, je dirais, forces ont été réalisées et on a implanté des équipes de soutien dans les CHSLD. La mise en place d'unités mobiles de prélèvement, c'est important parce qu'on doit prélever beaucoup. Là, de ce temps-ci, ça baisse. Les prélèvements sont en baisse, mais on sait que si ça recommence, on va devoir retester et retester. La mise en place d'un centre de dépistage accessible et rapide pour la population et tous les employés des milieux de la santé.
La mobilisation et la collaboration, le travail d'équipe dans ces choses-là est essentiel entre la santé publique, la sécurité civile et tous les partenaires du CIUS de la capitale nationale. Il y a un travail exceptionnel qui a été fait et une bonne collaboration avec les partenaires en prévention et contrôle des infections, avec une prise en charge des éclosions tant dans le milieu public que dans les milieux privés. J'ai eu l'occasion de voir le bilan du travail qui a été fait ici par l'équipe de santé publique et le CIUS de la capitale nationale. J'ai eu l'occasion de voir aussi le modèle d'organisation qui a été très agile et qui va s'adapter à la réalité. On a déjà une planification, je vous dirais, là, pour aider au déconfinement par des équipes spéciales de travail qui ont été faites. Et je sais que cette agilité-là va permettre, et surtout cette mobilisation-là, de réactiver, de remettre, je vous dirais, la switch à on de façon importante. Quoique le travail n'est pas terminé, il y a encore des gens qui travaillent, qui se mobilisent, mais au moindre signe d'augmentation du virus, on va se remettre à une phase très intensive où il va être très important que chacun des cas soit investigué, traité rapidement, testé rapidement et les contacts aussi isolés. Je l'ai mentionné, il faut apprendre à vivre avec le virus, du moins pour encore un certain temps. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver une deuxième vague, ou même si certains disent qu'elle va-t-elle vraiment arriver. Moi, personnellement, je pense qu'il va en avoir une, ou espérons-le, des vaguettes qui auront moins d'impact sur notre système de soins, mais qui nous rappellent que le virus n'est pas disparu. Nous avons tous la responsabilité de nous préparer. Ça, c'est très, très clair. Et on va le faire en fonction des meilleures connaissances, comme je le disais tantôt, en connaissant mieux comment il se propage. Quand il est arrivé au Québec, on connaissait peu de choses sur ce virus-là. Puis comme le reste du monde, on a été appris à apprendre au fur et à mesure. Et j'ai toujours dit dans mes points de presse, dès le premier, que ce que je disais aujourd'hui était vrai pour aujourd'hui, que demain, ça pourrait être différent, compte tenu de l'évolution des connaissances, mais aussi compte tenu du portrait qu'on trouve actuellement. Par exemple, on sait que maintenant, les enfants sont des faibles transmetteurs de virus et sont peu malades avec la maladie. On sait, comme j'ai dit tantôt, ça c'est ce qui me dérange le plus, que des gens, par contre, peuvent être sans symptômes et transmettre la maladie à ceux qu'ils aiment ou dans le cadre du milieu de travail. Vous savez, c'est important de ne pas oublier que ce virus-là, il existe encore. Heureusement, on a pu déconfiner, on a pu réouvrir les écoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a réouvert les écoles, les gens nous disaient que ça allait être dangereux. Heureusement, ici, en capitale nationale, comme ailleurs, il y a eu quelques cas, mais pas d'éclosion soutenue dans les écoles ou les garderies. Donc, quelque part, on a réussi ce pari-là. On a maintenant le grand avantage de l'expérience, mais j'aimerais quand même rappeler des choses que je trouve très importantes. Je veux souligner le travail exemplaire des équipes de santé publique. Je les remercie. Je leur demande de prendre un peu de respiration et de brèves vacances pour être prêts à réattaquer le cas échéant au cours des prochaines semaines ou mois. Je suis convaincu que tout le monde ensemble, je suis persuadé qu'on a contribué à sauver plusieurs vies. On a vu les décès, on a vu les cas hospitalisés, mais on n'a pas vu les cas qu'on a évités. Et ça fait partie d'un bilan que je trouve important à voir. On pourra en faire les calculs éventuellement par des méthodes épidémiologiques. Tout ça, ça a été fait par des messages de prévention, par le dépistage, par les enquêtes de cas, puis par la prise en charge des personnes infectées. Nous sommes déconfinés, la situation va beaucoup mieux, mais je vous dis une chose, notre pire danger, c'est qu'on oublie rapidement ce qui se passe et puis qu'on oublie de faire les mesures de prévention telles que de distanciation de 2 mètres, c'est vraiment très important, de lavage de mains et de port du couvre-visage, surtout quand on pense qu'on ne va pas pouvoir respecter le 2 mètres. C'est un déconfinement conditionnel. Je sens avec l'été, et c'est tout à fait normal, un relâchement des mesures. On sent vraiment là, que le port du masque, les gens sont plus proches les uns des autres. Tout dans la nature nous amène à nous rapprocher, à avoir envie d'oublier le virus, mais on ne peut pas se le permettre. Et le succès de notre déconfinement, le succès de l'opération va dépendre aussi de notre préparation, mais aussi de comment la population québécoise, qui a très bien performé lors du confinement total, va pouvoir se souvenir que le virus est encore présent. Et donc, je vous invite tous à profiter de votre période de vacances, mais surtout à respecter les consignes et à maintenir la distanciation. Je remercie tous les employeurs, toutes les entreprises, tous les milieux et les secteurs
qui ont attendu pour réouvrir et qui le font de façon adéquate. Mais je demande aussi à la population de la région de la Capitale-Nationale et d'ailleurs au Québec de respecter les consignes et il va de notre santé à tous. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole au Dr Desbiens et que je tiens personnellement à remercier pour ses années de service comme directeur de santé publique, à la fois à la Capitale-Nationale et ailleurs antérieurement. Je vous souhaite un bon passage vers d'autres cieux, mais le Québec, c'est petit, et puis qui sait, on pourrait vous remobiliser n'importe quand en situation particulière. Merci, Dr Desbiens. C'est bon. Merci beaucoup, Dr Arruda. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour faire un peu le bilan de ces 3 derniers mois. Aujourd'hui, le CIUS de la Capitale-Nationale a eu la chance de rencontrer Dr Arruda pour pouvoir faire le point sur notre pandémie Capitale-Nationale. Grâce à des excellents échanges qu'on a eus avec lui, on a pu lui faire part de nos initiatives, de nos interventions. Sa présence ici a été très appréciée par les équipes d'intervention de la Direction de santé publique. Tous les secteurs d'activité de la région de la Capitale-Nationale se sont mobilisés pour passer à travers cette première vague et nous avons réussi collectivement à aplatir cette courbe et faire en sorte d'avoir peu de cas présentement à chacune des journées. Voici en rafale quelques éléments qui ont marqué notre région. La Capitale-Nationale est la 3e région la plus populeuse au Québec, mais la 7e au Québec pour le nombre de cas. Parmi tous les cas recensés au Québec, environ 3 % proviennent de la Capitale-Nationale et c'est environ la même proportion pour les décès, tandis qu'on représente 10 % de la population du Québec. Dans notre région, depuis le début de la pandémie, le virus de la COVID a infecté 1842 personnes et causé 176 décès. Depuis le début de la pandémie, 137 personnes ont été hospitalisées dans notre région, dont 27 aux soins intensifs. Actuellement, il ne reste que 8 personnes hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Les personnes qui ont été infectées sont à 60 % des personnes de 18 à 59 ans. Pour les décès, dans notre région, 95 % des personnes ont 70 ans et plus et vivent en CHSLD ou en résidence privée pour aînés. Aujourd'hui, 76 % des personnes infectées par la COVID dans la région sont considérées guéries. En ce qui concerne les tests de dépistage, parce que c'est un outil excessivement important, nous avons effectué plus de 35 000 tests de dépistage dans la région. Le taux de positivité dans la région de la Capitale-Nationale est de 1,3 %, inférieur à la moyenne provinciale qui est de 1,7 %, ce qui représente, selon moi, une démonstration d'une circulation communautaire moins importante que dans l'ensemble du Québec. Le risque de transmission dans la région est considéré faible présentement. Nous avons eu un très bon taux de réponse pour le dépistage massif, volontaire, qu'on a fait dans les CHSLD. C'est plus de 2000 personnes qui ont participé et 93 % des travailleurs ont été couverts. On poursuit présentement la 2e phase de dépistage dans les résidences privées pour les aînés, les résidences intermédiaires et les résidences de type familial pour aînés. Je réitère l'importance pour les travailleurs de ces milieux d'y participer, surtout que ça nous permet d'identifier chez eux certaines personnes qui pourraient être porteurs asymptomatiques et, ce faisant, pourraient contribuer à introduire le virus dans les milieux de soins où ils travaillent. Nous assistons actuellement à une accalmie estivale, avec moins de nouveaux cas, moins de décès, peu de transmission communautaire dans notre région. Mais attention, le virus est toujours présent et reviendra cet automne si on ne respecte pas les consignes que Dr Arruda a si bien mentionnées, 2 mètres de distance, lavage de mains et masque et couvre-visage si on ne peut respecter le 2 mètres de distance. En ce qui concerne les éclosions dans la région de la Capitale-Nationale, ça a été vraiment le lieu d'hébergement qui a représenté la majorité de ces éclosions. Mais il faut quand même dire que 92 % des milieux d'hébergement pour aînés dans la Capitale-Nationale n'ont pas été touchés par la COVID. Parmi nos 185 milieux d'hébergement, 14 milieux ont été touchés par une éclosion. C'est quand même fantastique que 92 % des milieux n'aient eu aucun cas, aucune éclosion. Dans ces milieux, le taux de propagation a été élevé. Le virus a eu des conséquences graves chez les aînés lorsqu'il y est entré
dans ces milieux de vie où des personnes âgées, malades, vivent en CHSLD ou en résidence privée. C'est tout un défi de mettre en place des mesures strictes de prévention et de contrôle des infections, comme on a l'habitude de faire en milieu hospitalier, dans un tel milieu de vie où cette clientèle séjourne. Avec un défi de main-d'œuvre déjà présent avant la COVID dans ces milieux, le CIUS a pris les bouchées doubles pour soutenir également 5 résidences privées en éclosion en y envoyant du personnel de soins et des conseillers en prévention et de contrôle des infections. Merci à tous ces professionnels du CIUS qui ont porté aide dans ces milieux. Actuellement, 9 éclosions sont terminées sur les 14 qui sont survenues sur le territoire et des dates de fin d'éclosion pour les autres milieux sont identifiées d'ici la mi-juillet. J'aimerais mentionner quelques initiatives ou quelques interventions particulières qui ont eu cours dans la région. D'abord, avant même que la COVID ne sévisse, une bonne culture de prévention et de contrôle des infections au CIUS avait cours et ça a été grandement profitable. La présence de conseillers en prévention dans chaque milieu, des actions mises en place, le zonage, l'entretien ménager, le coaching du personnel a été rapidement et rigoureusement mis en place. Il y a une bonne capacité de dépistage dans l'ensemble de nos laboratoires de la région pour 1900 tests par jour. Donc, advenant le cas qu'on en ait besoin, il n'y a pas de difficulté de capacité pour faire nos tests. Il y a eu en plus des cliniques mobiles de dépistage pour aller rejoindre des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Centre de détention, itinérants à domicile, ça a été un grand atout pour la région. La réponse positive du personnel au dépistage volontaire que j'ai mentionné tantôt. Il y a eu une mise en place d'une escouade de santé publique au point de contrôle de la Sûreté du Québec de Saint-Tite-des-Caps et de Stoneham lorsqu'il y a eu des limitations de déplacement dans ces régions. Il y a eu un recrutement de policiers retraités spécialisés en enquête qui se sont joints à l'équipe de la Direction de santé publique. Il y a eu la présence d'une équipe de la Direction de santé publique à l'Aéroport de Québec pour renforcer le respect des consignes d'isolement auprès des voyageurs qui revenaient d'un voyage à l'étranger. Il y a eu une entente avec l'Armée du Salut faite par le CIUS pour soutenir la clientèle vulnérable itinérante pour permettre l'hébergement si on avait un itinérant qui était atteint de COVID. Il y a eu une mise en place d'une équipe à l'intérieur du CIUS destinée à intervenir d'urgence dans les milieux où une éclosion COVID surgit. Il y a eu un rehaussement des structures de poste dans les CHSLD pour faire en sorte qu'on puisse donner les soins aux patients malgré le port des équipements de protection individuelle qui diminuent la capacité de donner les soins, donc on mettait plus de personnel. Il y a eu une communication constante et régulière dans les médias régionaux, les soutiens des équipes de santé publique auprès des acteurs des milieux commerciaux, municipaux, d'éducation et communautaire pour favoriser un déconfinement sécuritaire, la mobilisation et le bel esprit de solidarité avec les acteurs du réseau de la santé, la direction du CIUS, les équipes de soins, les partenaires et l'appui des élus et des leaders de la communauté. Et, le plus important, le respect des consignes d'isolement et de distanciation par la population de la région. En termes de recommandations, après ces 3 mois, mais à la population, c'est de ne pas relâcher la garde, de ne pas baisser la garde. Dr Arruda l'a mentionné, si on le fait, le virus n'attend que des opportunités de transmission. Lavage des mains, distanciation, port du masque ou du couvre-visage. Certaines solutions sont à explorer davantage pour se préparer à la 2e vague de cet automne. Une de celles-ci, c'est toute la question du dépistage préventif fréquent qui pourrait être fait auprès du personnel travaillant auprès des aînés, qu'ils soient en CHSLD, en résidence privée. On fait présentement un dépistage une première fois, mais ce serait intéressant de pouvoir évaluer la pertinence de répéter ces dépistages-là aux 3, 4, 5 semaines pour être certain de pouvoir identifier des personnes qui étaient négatives à autant A, mais qui peuvent s'infecter dans la communauté et par la suite amener le virus dans le milieu. Il faut commencer dès cet été à porter le masque dans les commerces et dans les transports en commun. Même si ce n'est pas encore obligatoire, il faut absolument le faire. C'est le temps d'adopter des bonnes habitudes et de commencer à donner l'exemple. Nous avons tous la responsabilité de se préparer comme individus et comme réseau.
et comme citoyen. Alors, donc, voilà, celui que vous entendez, c'est le docteur François Desbiens, c'est le directeur de la santé publique de la capitale nationale. D'ailleurs, il termine son mandat après 20 ans en septembre prochain. Alors, docteur Arruda, qui est allé faire un tour, donc, du côté de la capitale nationale, rencontrer les hautes instances de la santé publique là-bas pour faire le point sur les 3 derniers mois et surtout ce qui s'en vient, advenant le cas d'une deuxième vague. Docteur Arruda y croit malheureusement à cette deuxième vague, c'est ce qu'il a dit, ou à des vaguettes, là, comme il les appelle. Néanmoins, c'est un moment charnière, c'est ce qu'il a dit, que les Québécois font face en ce moment contre le coronavirus. Le nombre de cas de décès, d'hospitalisation est en baisse, et ce, partout à travers le Québec. La région de Québec ne fait pas exception. C'est un déconfinement que nous faisons en ce moment, mais de façon conditionnelle, dis-je bien. Au moindre signe d'une recrudescence du nombre de cas, Québec n'hésitera pas à revenir en arrière. Et chaque fois que le docteur Arruda tient un point de presse, il le dit, il le répète, il constate en ce moment un certain relâchement. D'ailleurs, il affirme, et je reprends ses mots, là, notre pire danger, c'est d'oublier qu'il y a toujours le virus entre nous et parmi nous. Alors, il demande aux gens, il réitère toujours les 3 mêmes consignes, la distanciation sociale de 2 mètres, se laver les mains régulièrement et porter le masque à des endroits où c'est difficile de respecter le 2 mètres. Alors voilà donc du côté de la capitale nationale pour ce bilan avec le docteur François Desbiens et docteur Arruda. Allons voir maintenant comment ça se passe du côté des États-Unis. On ne peut pas dire que ça va très bien là-bas. Je retrouve une Québécoise qui est avec nous, Julie Lesage. Elle est résidente du Texas. Elle habite à Houston. Bon après-midi, Madame Lesage. Bonjour. Il y a une recrudescence chez vous, hein? Texas, Floride, Californie. Ce sont les jeunes, surtout, qui sont les vecteurs de transmission. Là, malheureusement, on dit que la moyenne d'âge, c'est autour de 30 ans, là, début trentaine. Le gouverneur du Texas avait dit « J'espérais ne pas devoir revenir en arrière » et pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce que vous vivez le fait qu'on soit obligé d'appuyer sur le frein, finalement, du déconfinement? Bien, en fait, on est revenu un petit pas en arrière. Donc, on avait la phase 1, la phase 2, la phase 3. Je dirais qu'on est retourné à la phase 2 et on était en phase 3. Donc, les bars sont maintenant fermés. Les restaurants, capacité 50%. Et là, on a des directives qui arrivent de partout. Donc, on a des directives qui arrivent de notre gouverneur, oui, mais aussi des villes, des comtés et même des commerces. Donc, dans certains secteurs, le port du masque n'est pas obligatoire, mais on le recommande et même on l'oblige dans certains commerces. Donc, c'est un petit peu compliqué à savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Oui, c'est un peu à géométrie variable. Vous, personnellement, comment vous vivez ça, cette recrudescence? Bien, en fait, on a eu il y a une nouvelle qui circule qui dit qu'il y a 3 semaines, le Texas a décidé de changer la façon dont on calcule et qu'on rapporte les cas, donc en incluant maintenant les cas qui sont probables, donc pas nécessairement testés. Donc, c'est des cas de gens qui ont été en contact direct avec quelqu'un qui est testé positif ou encore qui montre d'une série de symptômes. Donc, on pourrait peut-être expliquer par ça pourquoi on a plus de cas et aussi le fait que maintenant, il y a plus les critères se sont très assouplis pour aller se faire tester, donc plus besoin d'avoir de symptômes. On a juste besoin de se présenter dans un des sites et on peut se faire tester. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup de questionnements confus. On a su ce matin que les enfants, lorsqu'ils vont reprendre l'école, parce que nous, c'est plus tôt que vous, nous, c'est le 12 août, donc ça s'en vient. Oui, Ils vont devoir porter un masque dans l'autobus et on le suggère très fortement si c'est impossible. Bon, puis dans une école, c'est souvent impossible de garder la distance, de devoir porter un masque. Julie Lesage qui est avec nous, c'est toujours un plaisir de vous parler en direct de Houston, dans l'État du Texas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous cet après-midi. Au plaisir. Allons retrouver Brigitte. Qu'est-ce qui nous attend, la météo, Brigitte? Qu'est-ce qui nous attend, Julie? À compter de demain, on a de bonnes nouvelles, du temps calme, du temps ensoleillé, du temps très, très estival. Mais petit retour sur ce qui s'est produit hier. On a eu du temps actif sur le sud de la province. Et regardez ce qu'on a aperçu, et c'est confirmé par Environnement Canada ce matin. On s'est rendu sur place à Saint-Sébastien, une petite tornade. Eh bien oui, on voit donc cet entonnoir. Donc, ça s'est produit dans le milieu d'un champ. On n'a pas constaté de dégâts. Alors, on ne peut pas nécessairement dire c'est une EF0.
numéro F1 ou 2. Alors, vu qu'il n'y a pas de dégâts, on ne la qualifie pas nécessairement alors, sur l'échelle, mais on dit que c'est bel et bien une tornade. Il y a eu de la grêle également. On a eu beaucoup de pluie dans la région de Granby, 50 à 60 mm de pluie en moins d'une heure. Alors, ce temps actif est quasi derrière nous. Toutefois, petite cellule orageuse dans le coin d'Ottawa, Gatineau. Alors, on aura ça à l'œil. Mais à compter de demain, regardez, il y a du soleil, il y a du temps un peu plus humide également et ça sera au beau fixe pour plusieurs jours. On s'en reparle. Merci beaucoup, Brigitte. Restez des nôtres. Bientôt à 15 h, on vous revient avec ce point de presse qui se poursuit du Dr Arruda, qui est du côté de Québec aujourd'hui. Et le mot d'ordre, attention au relâchement. À tout de suite. Je t'en prie, reste près de moi. Ce n'est pas censé. Certaines choses sont faites pour être ensemble. Comme les chips et la salsa Tostitos. Ah, tu veux t'acheter une auto, mais tu veux t'assurer d'avoir le meilleur prix. Eh bien, sur Auto Hebdo, ils comparent des milliers d'autos similaires dans ta région, puis ils te le disent quand c'est un bon prix. En plus de te donner toute l'info que tu as besoin. Oui. Mais va voir sur Auto Hebdo. C'est le site le plus fiable au Québec pour acheter et vendre des autos. Ameublement Tanguay, c'est la destination pour trouver tout pour la maison. À l'achat de 1 500 $ et plus de meubles, matelas et décorations, obtenez un code promo vous donnant 150 $ applicable sur votre prochain achat. En plus, nous payons les 2 taxes et payez jusqu'à 36 versements. Et découvrez nos nombreuses nouveautés déco. Service de livraison sécuritaire, rapide et gratuit au Québec. 3 façons de magasiner sur tanguay.ca, au 1-800 Tanguay ou en magasin. Ameublement Tanguay, une entreprise d'ici qui a tout pour la maison. Un nouveau Tim glacé plus savoureux que jamais avec un wrap fraîchement préparé. C'est un bon combo, ça. Une chemise propre avec des shorts de sport. C'en est un autre. Achetez n'importe quel wrap et payez 1 $ pour notre Tim glacé moyen, plus riche et plus corsé. Impossible d'aller au salon? Sentez-vous bel et bien grâce à Finishing Touch Flawless. Le moyen simple et instantané de retirer sans douleur les poils faciaux. Pas de rougeur, pas d'irritation. Seulement des résultats de salon à la maison. Offert partout chez les bons détaillants. C'est la dernière fin de semaine de la vente qui déménage chez Brick. Pour 5 jours seulement, obtenez d'énormes rabais dans tous les rayons. Obtenez 75 % de rabais sur les sofas fabriqués au Canada lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur les meubles de salle à manger et de chambre à coucher. Ou obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur les meubles de divertissement. C'est la dernière fin de semaine de la vente qui déménage. 5 jours seulement. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Ah ben, regarde donc qui c'est qui est là. C'est moi. Ça va être tout? Je vais vous prendre un roux de fortune avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est l'édition spéciale, puis il y a comme beaucoup de chances de passer à la TV, fait que vous... Moi, quoi? On vous voit déjà pas mal à la TV, là. Hein? Pardon? Oh, mais vous, par exemple, ça vous tenterait pas, une petite roue de fortune? Ça vous ferait du bien, non? Je dis pas non. Fait que vous, ça va être juste les crottes? La roue de fortune chez vous! 1 million de $ à gagner! À la télé! Bon après-midi, tout le monde. Dans un instant, nous irons retrouver en direct de Québec le Dr Horacio Arruda, qui est de passage dans la capitale nationale pour faire le bilan sur les 3 derniers mois et ce qui s'en vient, advenant le cas d'une deuxième vague. Mais d'abord, allons-y avec le bilan quotidien au Québec. La province qui a enregistré 5 décès et 72 cas supplémentaires. Ça, c'est au cours des 24 dernières heures, ce qui porte maintenant le bilan des décès à 5 485. Et le nombre de cas, 55 390 personnes donc, ont été infectées depuis le début de cette pandémie.
Toutefois, depuis la publication du dernier bilan, ça date de jeudi dernier, on parle de 37 décès qui sont survenus et 311 nouvelles infections enregistrées. Les bilans quotidiens reprennent depuis aujourd'hui, donc. Alors, vous le reconnaissez bien, Dr Arruda, qui tient en ce moment un point de presse à Québec pour faire le bilan. Il répond actuellement aux questions. Allons-y. De ce qu'on appelle de suppression, c'est-à-dire d'identification excessivement rapide des futures éclosions. Là, on a un test, on ne l'avait pas quand ça a commencé. Si on a des gens qui sont asymptomatiques, qui pourraient réintroduire le virus, par exemple, dans certains milieux, des gens qui vivent aussi à l'extérieur, parce que le travailleur de la santé, il est travailleur de la santé pendant 8-10 heures, mais après ça, il s'en va chez lui, il peut avoir des contacts, etc. Fait qu'on va fortement implanter, je vous dirais, là, ce qu'on appelle par conviction, les travailleurs de la santé, des tests réguliers. Et il va y aller, ça va être à la fois pour eux, pour leur santé, pour la protection de leur propre famille, de leurs parents, etc., puis pour la protection du milieu. Moi, je pense que les gens vont somme toute, les travailleurs de la santé, quand on prend le temps de leur expliquer, qu'on leur explique le bénéfice, ça va le faire, surtout si les gens n'ont pas de perte, si on ne les empêche pas d'avoir un revenu ou autre comme ça, je pense que les gens vont le faire. Il y a des fois aussi, c'est une question de, on ne sait pas trop si c'est valable ou pas valable, mais on s'enligne vers un programme plus régulier, surtout dans une perspective où on veut éviter, on veut réagir rapidement, très rapidement. Vous savez, là, si jamais il y a des cas dans un CHSLD, plutôt d'arriver quand il y en a 25, qu'on arrive quand il y en a seulement un, puis qu'on peut le contrôler, mais ça fait partie du processus. Moi, je crois beaucoup à la bonne volonté des travailleurs de la santé, parce que personne n'a le goût d'être malade, personne n'a le goût d'infecter quelqu'un d'autre. Probablement qu'actuellement, je dirais, dans certains endroits, la non-réponse, c'est plus une question de ne pas avoir eu nécessairement toutes les explications, etc. Et comment est-ce que vous pouvez contrer, je dirais peut-être, parce qu'il y a certaines personnes qui sont adeptes de certaines théories de la conspiration. Donc, comment est-ce que vous pouvez contrer cette désinformation-là? Bien, moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'informer, d'expliquer aux gens les choses avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est important aussi de dire ce qu'on ne connaît pas parce que c'est un nouveau virus, etc. Écoutez, les mouvements antivaccinaux existent. On est habitué à avoir des gens du complot dans tout. Moi, je pense que l'important, c'est que la majorité des gens fassent référence à des sites qui sont fiables. Les médias ont un rôle important aussi à remettre les choses en perspective. Là, il y a plusieurs, d'ailleurs, de vos collègues qui font des émissions de radio par rapport aux certains sites qui font accroire toutes choses, des espoirs ou autres. Je pense que c'est par l'information qu'on est en mesure de défaire la mauvaise information. Donc, c'est informer, valider avec plusieurs sources cliniques, je vous dirais, qui sont officielles, puis méfiez-vous des choses qui n'ont pas de bon sens. D'ailleurs, récemment, on m'a utilisé, moi, pour vendre des produits amaigrissants, là. Oui, dans un journal. Si vous voyez des choses comme ça, là, qui n'ont pas de bon sens, jamais j'ai fait ça, mais il y a toutes sortes avec le web, avec les médias sociaux, des copies, des gens qui font des conspirations par-ci et par-là. Donc, moi, je pense que c'est d'aller aux sources officielles. CDC, Organisation mondiale de la santé, Ministère de la Santé. Si vous voulez comparer avec d'autres ministères des autres provinces, vous pouvez le faire, mais moi, je pense que c'est là qu'est l'information la plus juste. Merci. Alors, donc, voilà le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, qui est de passage aujourd'hui dans la région de Québec pour faire le bilan sur les 3 derniers mois et advenant une deuxième vague aussi, toujours possible au Québec, ou des vaguettes, comme il l'appelle. Et chaque fois que le docteur Arruda tient un point de presse, il met de l'avant cette mise en garde. Il constate de plus en plus un certain relâchement au sein de la population québécoise. Donc, il réitère les 3 mêmes consignes. Gardez votre 2 mètres, lavez-vous les mains fréquemment et portez un masque aussi dans des endroits où il est difficile de maintenir la distanciation sociale de 2 mètres. Et il a dit ceci, notre pire danger, c'est d'oublier que le virus est toujours parmi nous.